Alors, je m'appelle Claude Lebet, je suis né en Suisse, à La Chaux-de-Fonds, dans une ville très, très industrieuse, la capitale de l'horlogerie, mais où on faisait beaucoup de musique. Et dans ma famille, on a commencé très tôt à jouer d'un instrument, et moi, je jouais du violoncelle. J'étais pas du tout destiné à faire de la lutherie, puisque mon père était pasteur, calviniste, et ma mère était italienne. Et elle nous a tous fait jouer d'un instrument. Et puis moi, à 12 ans, je suis allé faire régler mon petit violoncelle chez des luthiers qui étaient dans un petit village dans la montagne ici de Châteloise, les Bayards. Et ces deux frères étaient des vieux messieurs qui avaient un atelier enchanteur, enfin tout ce qu'on se représente. Et j'ai eu la révélation, c'est que moi qui je travaillais toujours beaucoup de mes mains, j'ai dit à mes parents, voilà, ça c'est le métier que je veux faire. Et puis il y a eu une opposition paternelle très forte. Donc j'ai dû faire mon bac, j'ai fait du latin grec parce que je voulais aussi faire... j'aimais beaucoup ce que mon père faisait, mais voilà, le violon était plus fort. Alors je suis parti en Italie après avoir fait quelques mois d'université à Neuchâtel, mais j'étais comme ça sûr de ne pas de jamais entrer dans la carrière qu'ont fait mes frères par exemple. Et je suis parti à Crémone, où je me suis inscrit à l'école de lutherie, dans les années 70, où c'était un peu les années du terrorisme, des brigades rouges, il y avait la drogue, enfin tout ça. Puis nous, on a passé toutes ces années-là parce qu'on avait le violon dans la tête et on travaillait jour et nuit. Moi, j'avais la chance d'avoir mon maître à l'école qui avait sa boutique dans la ville de Crémone. Donc je travaillais le soir chez lui, j'avais trouvé un nouveau père. Et cette formation durait 4 ans, où on commençait à apprendre d'abord à affûter les gouges et puis ensuite préparer les outils, etc. Les premiers instruments. Et très vite, moi j'avais non seulement de l'ambition, mais un peu la rage. Comme j'avais coupé avec mes parents, je voulais vraiment avoir de la reconnaissance paternelle surtout. Et toute ma vie, ça a été une espèce de truc un peu caricatural presque de, de faire reconnaître. Et ça a été un vrai moteur. Et donc après des stages, j'ai travaillé, donc j'ai fait mon diplôme après 4 ans. Et ensuite, j'ai travaillé à Genève chez un maître qui s'appelait Monsieur Vidaudet, qui était une boutique à l'ancienne, près du Grand Théâtre, où on passait des grands artistes. Et puis moi, j'étais le petit apprenti qui allait apporter les violons à Henri Schering, à Nathan Milstein. Et c'était formidable, quoi, de rencontrer tous ces grands violonistes que j'avais. Et puis ensuite, j'ai travaillé à Paris, j'ai travaillé chez Monsieur Watteau. Ensuite, je suis allé à New York, chez Jacques Français, puis je suis revenu presque à la course dans ma ville natale, parce que là, à La Chaux-de-Fonds, il y a une salle de musique qui est en fait mon deuxième maître. C'est là que cette salle a été construite dans les années 50, dans le but de n'organiser là que des concerts de musique classique. Donc La Chaux-de-Fonds est une petite ville de 40 000 habitants, mais il y avait une communauté très très cultivée de ces horlogers qui voulaient promouvoir la musique classique là. Et ça a été très vite remarqué par les maisons d'enregistrement, Philips, Decca, Deutsche Grammophon, qui ont décidé de faire leurs enregistrements là. Et moi, je me suis établi à La Chaux-de-Fonds, dans une grande vieille maison, et puis j'ai fait mon atelier, j'ai commencé à engager des apprentis, des ouvriers, etc. Et j'ai fait la rencontre des Musici de Rome, qui était un orchestre très connu dans ces années-là, qui étaient les premiers à enregistrer les 4 saisons de Vivaldi, qui n'étaient pas très connus dans les années 50. Et puis ensuite, ils ont fait une carrière mondiale. Et ils m'ont acheté mon premier violoncelle, en toute attente. J'avais 22 ans. Et ça m'a fait une publicité énorme. Non seulement dans le pays, puisque nul n'est prophète dans son pays. Donc j'ai pu vendre ça à des gens qui étaient mes parents, qui avaient tous les disques des Musici. Donc ils disaient, mais comment, notre fils? Enfin bref. Et c'est parti comme ça. Et donc j'ai fait beaucoup d'instruments neufs. J'ai travaillé un travail acharné jusque 20 ans après. Les Musici de Rome me disaient qu'en 1993, il n'y avait plus de luthier à Rome. Les derniers étaient morts. Donc j'ai ouvert une succursale là-bas. J'ai pris goût à cette capitale qui était tout un autre monde, bien sûr, mais très active aussi, un peu décentrée. Donc quand on est en Suisse, on est quand même au centre de l'Europe. Mais j'ai ouvert d'abord une succursale, puis je me suis établi définitivement là-bas pendant ces dernières 20 années. Et je suis revenu en Suisse il y a 1 année et demie, au Landron, dans un petit village médiéval qui convient très bien à mon style de vie.
Et je travaille seul, disons, j'ai mon ami Peter qui vient m'aider pour les instruments spéciaux. Mais tout ce qui est violon, alto, violoncelle, je continue à les construire et à les régler, à les réparer. Donc ce qui m'a plu dans ce métier de ma jeunesse, c'est le fait que ce soit un métier complet, c'est-à-dire un métier où on a toutes les étapes du début à la fin. On va dans la forêt choisir notre bois avec le forestier qui le coupera, qui le débitera, mais on prépare notre bois et on fait toutes les étapes jusqu'à l'étape finale d'un produit extrêmement raffiné qui doit être. Donc c'est un artisanat réel. C'est pas. Alors il y a toute une magie qui s'est faite après avec la littérature, la télévision, etc. Où on parle d'une alchimie, on parle de secrets. Mais effectivement que les artisans gardent jalousement leur tour de main. Mais on sait beaucoup de choses maintenant sur l'artisanat ancien et sur la lutherie classique italienne. Par contre, ce qui est fascinant, c'est que c'est un des rares métiers, peut-être avec la vigne, qui pratique toutes les étapes jusqu'à la production d'un produit raffiné qui prend de la valeur, etc. Et par exemple, un cordonnier ne va pas tuer sa vache, tanner sa peau, etc., son cuir. Donc nous, on a ce privilège-là, c'est de partir depuis le début. Et c'est vrai qu'en plus, on pratique un métier qui doit, si nos violons sont bons, si on a atteint une très belle qualité, une réputation, etc. Vous connaissez les Stradivarius, les Guarnerius, tous cette grande lutherie classique, c'était des artisans très accomplis, formidables, déjà à la fin du XVIIe siècle. Et ils produisent des objets qui sont des objets d'art, mais qui restent des outils. Donc le violoniste ou le violoncelliste, c'est un métier où souvent l'outil est une œuvre d'art qui vaut des sommes épouvantables. Et nous, en tant que luthier moderne, on a le devoir pratiquement de faire du neuf, parce que pendant des années ça a été abandonné. Mes maîtres dont j'ai fréquenté les ateliers disaient toujours, mais on ne peut plus faire de neuf quand on voit tous les chefs-d'œuvre qu'ils avaient dans leur coffre-fort, c'était devenu des antiquaires et des restaurateurs, mais on ne faisait plus de neuf. Et ma génération a recommencé à faire des instruments, et aujourd'hui il y a des jeunes luthiers qui ne vivent que des instruments neufs. Moi j'ai pratiqué les deux choses, c'est-à-dire que j'estimais que je voulais faire un grand atelier pour attirer, vu que j'étais dans une ville qui était pratiquement très enclavée, très isolée. Par contre, un centre horloger où arrivaient des gens du monde entier, et ce centre d'enregistrement qui était dans la salle. Donc j'attirais les gens en ayant toujours 2 ou 3 très grands violons dans mon coffre-fort. Et puis après, les gens voyaient, j'avais des modèles, j'avais une inspiration, je pouvais faire mes recherches. Et en même temps, ils découvraient mes violons. Et c'est comme ça que j'ai pu faire toute ma carrière en vendant mes instruments neufs et en fréquentant beaucoup, après avoir appris chez des maîtres. Les maîtres en deuxième lieu sont les musiciens, les grands musiciens d'un certain niveau, qui vous conseillent, qui vous racontent un peu l'évolution. Il y a encore une certaine évolution dans les cordes, par exemple, dans les accessoires, mais le violon est pratiquement resté inchangé depuis les premiers violons qu'on connaît, datent de la toute fin du XVe siècle, disons, on commence au début du XVIe siècle, en Italie du Nord et en Allemagne du Sud. Et puis après, en France et dans tout le centre de l'Europe, et disons, les lieux de naissance de l'instrument archet sont ces deux. Ce pôle qui est entre l'Italie du Nord, Brescia, Cremona, Venise, et de l'autre côté, Füssen et la Bavière. Et c'est pas un hasard puisque les forêts sont là. Les forêts sont dans les Dolomites. Et puis ensuite, on a découvert qu'en Suisse, on avait des très bons bois dans le pays d'en haut, Abstadt, Saanen, ou dans la forêt du Rizou, qui est ici tout près, à la frontière française, entre la vallée de Joux et le Jura français. Et là, on trouve des variétés de bois. Donc, en quelques mots, le violon est tout fait en érable. Je vous expliquerai après, ça c'est de l'érable. Et le sapin à l'épicéa, donc le sapin rouge, a une importance énorme pour tous les instruments archets, tous les instruments à cordes plutôt, puisque les tables sur lesquelles sont tendues les cordes d'une guitare, d'une harpe, ou des violons, et toute la famille des violons et des mandolines, des luttes évidemment, sont en sapin, sont en épicéa, un sapin rouge. Et cet épicéa, il croît à peu près 1000 mètres d'altitude, entre 800 et 1000 mètres d'altitude.
dans des conditions dans un terrain assez pauvre. Donc vous voyez que les croissances sont d'1 millimètre, 1,5 mm au plus. Et on coupe toujours nos bois d'une manière qui surprend, puisque quand vous allez dans une scierie, vous voyez le tronc comme ça, qui est coupé en coupe tangentielle. Alors que nous, on coupe en tranches de gâteau, qui sont chacune ouvertes comme ça. Et là, vous avez le dessin du violon qui est là. Et donc, on jointe, et en jointant, on obtient ce qu'on sculptera pour la table du haut. Et la même chose pour l'érable. Donc, la provenance, moi j'ai de la chance d'avoir pu couper des bois très jeunes. Et je continue à en acheter, je continue à chercher. Et ce week-end, je suis allé sous la neige de la Brévine. Il faisait moins 8 degrés, avec un forestier incroyable. Et on a fait une espèce de road movie dans la forêt qui est magnifique au bord du temps. Et des sapins énormes qu'on avait écoutés, qu'on avait tapés l'automne dernier avant de les couper à la lune noire. C'est-à-dire fin janvier, début février, quand la sève est vraiment au fond des racines en plein hiver, on estime que c'est là qu'il faut couper le bois pour ne pas que de la résine reste en hauteur, puisque nous on utilise à peu près les 8 premiers mètres de l'arbre. Et c'est ce qu'on a fait, et puis on a choisi après, ensuite on descendra ces troncs en plaine, on les ouvrira par leur moitié, et puis là on verra si ça convient, et puis dans un tronc on peut faire des dizaines de violons, quoi. Et donc j'ai tout un séchoir qui est resté là-haut à la chaux de fond, où depuis des décennies je vais trier mon bois, je l'espace, je l'aère et je le bronze, enfin, etc. Alors ça c'est une table qui a environ 30 ans. Donc pour le sapin, donc l'épicéa, qui est pris en tranches de gâteau dans le tronc, on ouvre la pièce, qui est toujours symétrique, et puis déjà à ce moment-là, on a une sonorité qui est déjà prête, hein. C'est le bois, déjà rien que le frotter avec les mains, ça sonne. Pour l'érable, c'est un peu différent, parce que l'érable provenait chez les luthiers classiques ou de la plaine du Pô, l'Acero Nostrano, qui est l'érable de chez nous. Et celui-là, il a été, avec la déforestation, les plantations, tout ce qui s'est fait dans la plaine, il a disparu. C'est une race qui n'existe plus, mais qu'on voit sur les instruments du XVIIe siècle de Crémone. Ensuite, les Crémonais ont trouvé en Bosnie le meilleur érable. Donc vous voyez que l'érable, il est ondé, on le choisit ondé, comme ça la veine est toujours comme ça, la coupe est la même que celle du sapin. Mais les ondes proviennent du fait que l'érable, au contraire de l'épicéa, est un arbre trapu. Et par son poids spécifique, il est tassé sur sa base. Et c'est des plis, si vous voulez, des contractions qui une fois qu'on rabote, donnent ces magnifiques ondes. Et une fois verni, on a un effet de velours superbe. Mais c'est aussi, au niveau de la sonorité, un renvoi du son, une tension qui permettra à l'instrument de sonner mieux qu'un bois tout simple. Et là, la même chose, on coupe de la même manière. Et moi, j'ai beaucoup acheté du bois, coupé du bois à Sarajevo avant la guerre. Et puis, une fois que la guerre a passé par là, tout a été détruit. Des forêts entières ont été... Enfin bref, c'était un désastre. Et maintenant, j'ai retrouvé quelques érables en Roumanie, en Transylvanie. Alors, avant de vous montrer la construction propre de l'instrument, le métier en général, ce qui m'a passionné assez vite, c'est l'histoire aussi, puisque chaque instrument véhicule une histoire incroyable. On a des instruments depuis le début du XVIe siècle, qui sont des primitifs italiens, mais très tôt, des perfections. Par exemple, Amati, qui est né environ en 1505 à Crémone, est arrivé à une perfection presque égale à celle de Stradivarius, qui lui est un élève de son petit-fils, qui a vécu entre 1644 et 1737, Antonio Stradivari. Et lui, il a perfectionné tout ce qu'il pouvait faire, il a modernisé un peu, il a aplati les voûtes des violons, il a élargi, il a rétréci le violoncelle, il a inventé pratiquement le violoncelle moderne. Mais tout était déjà prêt, tout était déjà parfait au début du XVIe siècle. Et c'est ça qui est déjà fascinant. Et puis on a des instruments qui nous sont parvenus, des choses extraordinaires, et qui ont une histoire de 3, 4, 5 siècles. On ne sait pas quand meurt un violon, puisqu'on sait que
qu'une guitare dure environ 20 ans. Après, bon, voilà. Les instruments avant, on n'en parle pas puisqu'ils sont érodés par toute la condensation. Un piano, même si c'est un grand Steinway ou comme ça ne vit pas plus que 150 ans. Alors que des violons, on les retrouve dans les concerts. J'ai eu, par exemple, sur mon établi, à l'année passée, un Gasparo da Salo, qui est le premier luthier connu à avoir fait des violons. Et ce violon était de 1502. Et il sonnait comme au premier jour. Il était tellement bien entretenu, il a été tellement soigné. Les voûtes ne se sont pas effondrées, tout était parfait. Et il sonnait magnifiquement bien. Donc, il avait 500 ans, ce violon, plus que 500 ans. Et on ne sait pas, voilà, on ne sait pas. Normalement, on devrait travailler pour l'éternité, quoi. C'est encore une des qualités incroyables de la lutherie. Alors évidemment que les instruments subissent des dommages, on doit les réparer. Il y a des dommages irréparables, par exemple ceux des verres à bois qu'on peut toujours maquiller, reboucher. Mais une fois que le verre commence, il n'attaque que des violons qui ne sont pas joués, puisque la sonorité, la vibration d'un instrument fait fuir à la manière d'un tremblement de terre pour une larve qui est dedans. Mais les instruments qui ont été abandonnés, voilà, souvent il y a des merveilles qui sont mangées au verre jusqu'aux dernières veines. Donc ça, c'est le dégât. Puis après, il y a les cassures, il y a les mauvaises réparations, les très mauvais réparateurs, ceux qui ont remplacé des pièces. Alors souvent, il y a une table qui est fracassée. Alors au 19e siècle, on ne s'occupait pas trop du patrimoine et on remplaçait la table et ça donnait ce qu'on appelle un arlequin. Donc un arlequin, c'est un instrument composite avec une tête pas d'origine, une éclisse de côté qui n'est pas d'origine non plus. Donc tout ce côté-là de l'expertise, de l'histoire, de revoir ces passés incroyables qu'ont ces instruments, ça m'a aussi fait faire J'ai publié, je sais pas, une dizaine de monographies, plus pas mal de bouquins sur le métier. Et parce que ça me passionne, ça me fascine de voir tout ce que véhicule autant dans l'histoire de la musique que dans l'histoire seule. Par exemple, j'ai un très beau violon d'Amati qui a été fait pour Charles IX en 1567. Et c'était tout un orchestre qui avait été construit pour Charles IX sur l'idée de sa mère, Catherine de Médicis, qui avait apporté beaucoup de choses d'Italie. Et donc, il y a encore 9 instruments rescapés de tout ça, de cet orchestre qui avait été conservé aux Tuileries, qui ensuite ont brûlé, etc. Et il en reste 9, et dont un est ici, superbe, que j'ai prêté pour le jouer dans des concerts baroques. Voilà. Je l'ai laissé dans son état baroque. Donc, le métier est complexe. Moi, je me suis donné les moyens, parce que pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé seul. Puis tout à coup, j'avais envie de faire tout ça, écrire des livres, faire des expos. Donc je ne suis pas un luthier très typique, je suis un luthier qui est un peu hyperactif. Et je trouvais que c'était beau de partager et puis de montrer, quoi. Et donc j'en ai fait un peu trop d'ailleurs, mais bon, j'ai fait aussi du commerce, qui est un commerce de haut vol, un peu dangereux, puisque les Stradivarius peuvent coûter des millions, et donc on ne peut pas vendre ça comme ça. J'étais très imprudent. À un moment donné, j'ai eu pas mal de problèmes à la fin de mon période italienne, puisque j'étais suisse, mais à l'étranger. Puis j'ai commencé à vendre des violons en Russie, aux États-Unis, avec des transactions, voilà. Mais c'est la passion totale, je veux dire. C'était tout ce qui avait été une frustration, parce que on voulait pas que je fasse ce métier. Ensuite, c'était très difficile de s'introduire dans un métier qui était très corporatif, très familial. Donc il a fallu pousser, être le meilleur. C'était devenu de la rage un peu. Et donc mais je suis très heureux d'avoir pu faire tout ce que j'ai pu faire, quoi. Ça c'est une chose, un métier complet, un vrai métier. Quand je vois tous mes contemporains qui attendent la retraite ou qui attendent tout ça, c'est ridicule. Moi, je veux crever à l'établi, quoi. C'est un peu ça qui me plaît. Alors maintenant que je suis revenu en Suisse, je n'ai plus j'avais toujours 5 assistants, une secrétaire, un archetier qui faisait les archets. C'était fabuleux, je veux dire, mais j'étais devenu plus à moitié un administrateur, et puis le reste, j'étais à l'établi. Mais maintenant, je me suis libéré de tout ça, et je travaille ici, et je fais toutes les étapes, et comme au mes débuts, quoi. Donc c'est le cycle qui est revenu. Voilà, donc je pense que ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour faire ce métier, il faut d'abord une passion extrême, un fanatisme un peu. C'est souvent un métier où
ça va changer un peu. Mais disons, moi, du temps, il y a 50 ans, que j'étais étudiant à Crémone, la moitié de la classe étaient des filles. Mes 6 fils sont perdus après, parce que voilà, après il y a des enfants, et puis elles sont pas fanatiques, les femmes. Elles ont envie de... Nous, on est des fanatiques, quoi, c'est juste ça. Et j'espère que moi, j'ai formé 26 apprentis, dont 3 femmes, et une continue. Mais c'est un métier très féminin, en fait, parce qu'on fait du vernis, on fait de la sculpture, mais une femme a la même force que nous, elle a peut-être pas la même endurance, on l'a pas éduquée à l'endurance, mais tout va changer. Donc c'est très spécial, parce que normalement dans les métiers maintenant on a un équilibre. Les orchestres par exemple, quand j'ai commencé il y a 50 ans, 40 ans, l'orchestre de Vienne et l'orchestre de Berlin n'avaient pas de femmes, c'est des orchestres exclusivement masculins. Et maintenant il y a une majorité de femmes partout. Peut-être pas à Vienne, parce que Vienne est restée un bastion comme ça un peu. Mais si vous regardez dans n'importe quelle grande ville où il y a un orchestre, on cherche les hommes maintenant. Tandis que dans la lutherie, pas. C'est très bizarre. C'est un phénomène bizarre. Je pourrais dire aussi que c'est un métier ouais, si on le fait comme j'ai pu le faire, on apprend tellement de choses. Moi, j'ai tout appris par le violon, en fait, puisque j'ai pas vraiment fini des grandes études. Donc, je me suis instruit par la collection, en allant aux ventes aux enchères, en courant les ventes à Paris ou à Londres. Vous touchez un tas de domaines, vous touchez la peinture aussi, puisque c'est nous qui faisons nos vernis. Les vernis sont tous faits dans cette armoire. Vous voyez les composants de mon vernis que je compose avec une 25 résines environ, qui sont dissoutes dans l'alcool, dans la térébenthine ou dans les huiles cicatives. Et tout ça, on retrouve dans les vieux grimoires ou dans les traités de peinture, on retrouve tous les procédés qu'on avait à l'époque pour faire ces vernis. Et donc on touche aussi à tout ça, à la peinture, à la sculpture, puisque le violon est une sculpture, on le fait complètement à la gouge. Et puis à l'histoire qui est présente tout le temps. Voilà. Alors moi je travaille essentiellement avec la technique italienne que j'ai apprise à Crémone, que 80% des luthiers utilisent, c'est-à-dire le moule intérieur. Ça c'est un moule d'un violon, on fait chacun nos moules, j'en ai une dizaine là qui sont suspendus, que je peux des fois réutiliser, mais en général je fais toujours du sur-mesure, c'est-à-dire qu'une commande arrive par quelqu'un qui a vu un de vos violons quelque part dans le monde, ou alors quelqu'un qui a une demande très précise de sonorité et d'esthétique, ou alors une copie. Alors ce principe de la copie en lutherie, il est complètement différent qu'en peinture. C'est-à-dire que quand on va au Louvre et puis qu'on voit les jeunes étudiants des beaux-arts qui font des copies serviles, c'est pour apprendre le métier. Et nous, on apprend d'abord la lutherie académique. Donc il se trouve que des grands solistes qui possèdent un Stradivarius ou un Guarnerius, qui ne peuvent pas faire des tournées mondiales, puisque certains pays, l'assurance ne veut plus couvrir des sommes pareilles, alors ils me demandent de faire une copie. Alors c'est plus pour moi une gageure, un challenge, que ce n'est pas un faux, hein, donc c'est vraiment de trouver, puisque eux, une fois qu'ils ont un instrument d'une telle excellence, c'est très difficile de trouver un deuxième violon comme ça sur le marché. Donc ils me laissent l'instrument pour le copier vraiment servilement et de le vieillir, enfin de trouver le même bois, et c'est passionnant, quoi. C'est vraiment une chose passionnante, parce que c'est le travail d'approche qui est toujours celui de la lutherie, mais c'est un travail de pénétrer vraiment dans le grand monde, quoi, dans le grand monde. Alors là, par exemple, j'ai le modèle du Dornröschen de 1725, qui est un instrument que j'ai découvert dans une banque à Zurich, une longue histoire, mais qui s'appelle La Belle au bois dormant, parce qu'il avait dormi pendant pratiquement 100 ans dans un château dans la Ruhr. Et c'est un Allemand qui avait acheté cet instrument en 1725, donc il avait la facture encore de Stradivarius de 25 ducats, et il l'a très vite oublié dans son château dans la Ruhr, et c'est seulement à la fin du 19e siècle que la tante Wilma von Boeselager, qui jouait vaguement du violon, a retrouvé cet instrument au grenier, l'a porté chez les Hill à Londres, qui étaient les historiographes de Stradivarius, et ils l'ont appelé Sleeping Beauty, bien sûr. Et ensuite, la guerre de 14 a éclaté, et l'instrument a été mis dans une banque à Zurich. Et moi, je suis arrivé, j'étais le deuxième prince charmant pour arriver en 1990, en 1990,
comme par des circonstances incroyables, à sortir ce violon de la banque. Je l'ai restauré, puis je l'ai beaucoup copié. Et ça, c'est le moule que j'ai pris d'après ce Stradivarius, comme ça. Donc le moule sert en fait à construire la couronne d'éclisse que vous voyez là. Vous voyez, ce sont des fines lamelles d'érable, donc c'est toujours cette qualité ondée qu'on voit ici, que j'ai réduit à 1 mm d'épaisseur et que je plie à chaud sur un fer chaud, et je les plie et je les colle sur des tasseaux qui resteront partie intégrante du violon, qui sont fixés sur le moule. Donc voilà une couronne d'éclisse prête pour dessiner la table et le fond qui sont ici. Donc vous avez vu la table et le fond qu'on a collé, on a ouvert la pièce, on l'a collé, on l'a chantourné d'après le contour des éclisses, et on a commencé à la sculpter avec des grandes bouges. Donc c'est pour ça que je dis que le violon est une sculpture, puisque la voûte, l'instrument voûté, n'est pas plié à chaud. Il se fait dans les fabriques, bien sûr, il les plie à chaud, etc. Il les fraise, tout ça. Mais nous, on commence à travailler avec la gouge sur l'établi, et puis ensuite on a les petits rabots de luthier. Vous voyez, ça c'est le rabot moyen, avec lequel on modèle cette voûte jusqu'au tout petit rabot qu'on appelle la noisette, qui sont des outils spécifiques du luthier, qui sont des tout petits rabots, des tout petits sabots. Il y en a encore des plus petits. Et donc, c'est avec ça qu'on fait l'arrondi du violon, de la voûte. Et ensuite, quand on retournera, on creusera l'intérieur comme une assiette. Et c'est là que je jouerai avec la sonorité, l'épaisseur qu'on mesure. C'est là que se jouera la sonorité de l'instrument. Voilà. Et puis, si vous vous distinguez sur le long du violon ici, donc vous voyez, la voûte est à peine ébauchée ici, mais le long du contour, vous voyez 2 petites lignes noires qui sont en fait une incrustation. On a creusé au préalable, comme ici, un canal tout autour, et on a introduit 2 filets d'ébène, un filet d'érable, pour faire de l'esthétique, bien sûr, mais aussi pour solidifier, surtout pour les violoncelles, solidifier les bords. Si vous êtes dans la fosse d'orchestre, on fait un coup et la fente part. Alors que là, ça fait une solidification. Tout est beau et fonctionne à la fois dans le violon. Et donc tout est collé aussi. Donc nous on colle, tout est assemblé par collage, mais nous on colle avec la colle toujours traditionnelle, c'est-à-dire la colle chaude, la colle qu'on chauffe au bain-marie. C'est une colle d'os qui devient gélatineuse au bain-marie. Et puis avec ça, on a toujours quand elle sèche, au moment d'une réparation, quand on doit détabler ou ouvrir un violon, si on le faisait avec la colle blanche, on casserait tout. Tandis que là, on peut faire sauter la colle comme ça, comme tous les meubles qui étaient fabriqués à l'époque, quoi. Et c'est pour ça qu'on dit chauffer la colle. Il y a encore cette expression, quand quelqu'un casse quelque chose, on dit chauffer la colle. C'est parce qu'il y en a un petit pot de colle avec l'eau et puis l'intérieur qui tient cette colle en granules qui devient gélatineuse. Voilà. Et donc une fois qu'on a fait ces 2 tables, donc la table de dessus en épicéa et la table du fond en érable, on colle cette boîte et vous avez une boîte qui sonne. Une fois bien sûr on a enlevé le moule avant, mais une fois que la boîte est fermée, c'est là le moment le plus émouvant. Encore aujourd'hui, après avoir fait des centaines d'instruments, quand je ferme une boîte, je me dis voilà, ça c'est la première étape, enfin c'est l'étape déterminante, c'est que même quand on tient avec les doigts et qu'on chante ou qu'on parle, on entend l'instrument vibrer. Donc voilà cette fameuse étape où l'instrument est blanc, encore sale du collage parce qu'il a fallu nettoyer au pinceau, et maintenant il faudra tout polir. Mais vous voyez l'instrument tel qu'il sera dès qu'il est déjà un instrument, puisqu'il sonne entre mes bras quand je parle et on sent les vibrations sur le pouce, quoi. Et c'est ça qui est très émouvant, puis partout on sent, ça sonne, quoi. Et donc il reste à faire la tête. Donc voilà la tête qui est pratiquement prête, que j'ai sculptée dans une pièce d'érable, elle aussi. Et c'est dans un bloc d'érable. Alors ça, on se maintient toujours dans des dimensions très fixes, comme le violon, il a toujours 35,5 d'épaisseur, de longueur, pardon.
Et le reste, tout est un peu à notre liberté, c'est-à-dire qu'on fait un petit peu plus large, on fait des bords un peu plus larges, un peu plus fins du filet. On reconnaît le style, disons, moi je me mets dans le style de mes maîtres, et on peut savoir si le violon est italien, s'il est français, par ces détails-là. La même chose pour la tête, on reste dans un certain volume, un certain poids, mais c'est un peu une sorte de signature de chacun des luthiers. Et ensuite, quand on aura fini tout ça, quand elle sera bien terminée, je termine le manche et puis je fais une espèce de queue d'aronde ici, enfin un logement ici, une petite une clavette, et puis on enfile l'instrument, on colle ce manche, qui sera comme ça, voilà. Et donc, comme vous voyez, l'instrument est blanc. L'instrument est blanc, donc on va le vernir pour lui donner un aspect précieux, parce que les gens sont toujours très déçus de savoir que c'est des bois communs, l'érable, l'épicéa, même s'ils sont choisis d'une manière extrêmement sélective, c'est quand même pas des bois nobles. Et alors pour leur donner ces couleurs chatoyantes qui vont du doré au rouge, au passant par le brun, on vernit l'instrument avec le vernis que je compose moi-même, avec toutes ces recettes et ces tours de main que j'ai appris le long de mon apprentissage et de ma carrière aussi. Et donc, ça donnera un aspect plus noble aussi, mais surtout, ça protégera l'instrument de l'humidité, des changements hygrométriques et de l'usure, bien sûr, du salissement. Si vous jouez un violon blanc, il sera tout de suite tout noir, quoi. Et donc, c'est là le stade ultime, mais c'est pas ce qui fait sonner, parce que là, de nouveau, dans la légende populaire, on dit que c'est le vernis de Stradivarius qui fait le son. Non, un Stradivarius, c'est le choix du bois, le modèle, le dessin, le travail, là, et puis un bon vernis. Mais un très mauvais violon avec un magnifique vernis, ça restera un très mauvais violon. Voilà. Et donc, les commandes, donc moi j'ai beaucoup... C'est encore un choix qu'un luthier doit faire, c'est que au sortir de son apprentissage, il y a des marchands, qu'ils soient japonais, anglais, américains, qui vous proposent un contrat, puis vous achetez toute votre production, puis vous voyez plus vos instruments. Moi, j'ai choisi la voie plus difficile, de rentrer dans une ville de province, mais en Suisse, la province n'est pas aussi handicapante qu'en France, par exemple. Et donc, j'ai choisi la voie plus difficile, c'est de trouver mes clients, de travailler pour la personne qui utilisera le violon, qui m'apprendra par mes erreurs à corriger le tir, etc. Et c'est là où je suis très heureux, c'est que je peux revoir mes instruments, je sais où ils sont. Je suis au numéro 625, ce qui est déjà énorme, mais j'ai eu des collaborateurs, bien sûr, pendant des années. On a fait des choses incroyables. On a fait, par exemple, tout l'orchestre de l'opéra de Tbilissi, en Géorgie, qui m'a été commandé. Donc on a fait 52 instruments dans 2 arbres, simplement. Voilà mon client. Patrick.